Quelle est la chose la plus chère au monde? On pense d'abord aux bijoux, aux œuvres d'art, aux ressources les plus limitées de notre terre, puis on s'amuse à lister les plus belles inventions, les plus beaux monuments, et tant qu'à faire, vous pensez certainement que c'est lié au titre de la vidéo et donc le code à 1 milliard de dollars. Mais soyons honnêtes, 1 milliard, ça semble bien trop peu pour répondre à une telle question. Car l'élément le plus cher au monde, ce n'est pas vraiment les plus grands ponts, ni le logiciel le plus complexe à réaliser, c'est l'information. Attendez, là, voilà, là c'est mieux. Le nombre qui s'affiche quand vous ouvrez votre compte en banque, c'est de l'information. Modifier une seule petite ligne vous rendra riche. Dans le même concept, acheter 1 millier d'iPhone n'aura aucune valeur face à la connaissance des méthodes de production de celui-ci. Bon, en réalité, ça va beaucoup plus loin de ça, mais pour que vous compreniez l'ampleur du problème, et pourquoi je donne cette réponse, j'ai besoin de passer par une petite histoire. Modifions un peu notre question de départ pour se demander quelle est la chose la plus chère à vos yeux? Et comment réagirez-vous si quelqu'un vous volait celle-ci? Pire encore, que celui qui vous l'a volée vous regarde droit dans les yeux et prétende l'avoir créée lui-même. Et puis tant qu'à faire, que le monde entier commence à utiliser votre création sans jamais savoir qu'elle vient de vous. Sauf qu'aujourd'hui, on parle d'une invention à plus d'1 milliard de dollars. Et le plus fou, c'est que vous, comme moi et tous les autres, nous faisons partie de ce tout le monde et nous utilisons depuis toujours une technologie qui a pu être volée grâce à une terrible erreur. Notre histoire débute en 1993 dans une atmosphère de post-réunification de Berlin en Allemagne. C'est un moment très singulier où tout semble possible, Internet incarne la liberté et la révolution. En fait, le pivot technologique qu'offre l'ouverture de l'information ouvre une nouvelle ère pleine d'espoir. Et tout ça, ça va favoriser l'apparition des nombreux génies qu'on connaît et qui sont plus ou moins décriés sous le nom de Steve Jobs, Bill Gates ou encore Elon Musk. Des génies qui basent leur réussite avant tout sur des rencontres avec d'autres talents. Et notre histoire, elle est pas si différente en fait. Elle commence elle aussi par une rencontre. Une rencontre entre un étudiant en art, Pavel Meyer, et Joachim Sauter. Ils ont pour passion ce mélange entre la technologie et l'animation 3D. Ils vont très rapidement fonder Artcom, une entreprise mélangeant leurs deux passions. On peut s'intéresser à leur premier projet, Cyberville, qui permet de se balader dans une simulation de manière assez innovante pour l'époque. Vous mettez un petit capteur sur votre doigt et vous pointez un élément sur une vue aérienne de la ville. Derrière vous, sur un mur, s'affiche une projection 3D du décor. C'est un projet en avance sur son temps et vous remarquerez que les prochains projets le seront tout autant. La prochaine réalisation de Artcom ressemble plus à une techno sortie d'un film d'horreur qu'autre chose. Je vous présente le Mediatel. C'est un genre de FaceTime avant-gardiste et franchement je suis très heureux qu'on n'ait pas tout ça à la maison. Bon, jugeons pas trop vite parce que juste après, ils ont travaillé sur le projet qui nous intéresse. C'est en fait un peu l'aboutissement du savoir-faire de l'équipe. Un mélange entre la modélisation et la technologie, c'est ainsi qu'on appelle TerraVision. Et si je vous mets des belles images de la Terre, c'est pas pour faire joli. Nos deux visionnaires sont fascinés par le futur, et qu'y a-t-il de plus futuristique qu'un logiciel qui permettrait de se balader sur la Terre en vue aérienne? Une simulation dans laquelle on se prendrait plutôt vite au jeu, qui me rappelle un peu tous ces jeux vidéo dans lesquels vous êtes un dieu et que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Bref, je vous rappelle juste qu'on est en 94 et qu'à cette époque, la majorité des PC peuvent seulement faire tourner ça. La prochaine mission sera donc de posséder le meilleur matériel pour faire tourner leur projet. Ils s'associent à Deutsche Telekom Bergkom. Bon, en réalité, l'équipe n'a pas vraiment eu de la chance ou quoi que ce soit. Deutsche Telekom avait un accord avec le gouvernement allemand les obligeant à investir dans des petites entreprises technologiques. Ils vont bénéficier d'une somme de 125 000 $, de quoi acheter le matériel informatique le plus puissant du moment. Quant à Deutsche Telekom, en vérité, ça les arrange plutôt bien. Ce projet, ce serait pour eux la vitrine parfaite pour la conférence ICU de Kyoto qui a lieu dans une petite année. C'est ça, vous avez compris, ça leur laisse une petite année pour mettre en œuvre un projet bien plus ambitieux que les précédents. À ce stade, on n'est pas loin d'une bonne résolution que vous partagez à vos potes en soirée après quelques bières. Sauf qu'ils sont désormais responsables d'un bon paquet d'argent et que Deutsche Telekom veut vérifier les avancées de l'équipe, quelques semaines seulement avant la présentation de Kyoto. On peut dire que TerraVision a bien avancé, mais il reste un problème qui le rend inutilisable. Peu importe la distance, lors d'un zoom sur la carte, le logiciel plante et explose les limites de ressources du PC. Sauf que ça, ils vont éviter de le montrer à leurs précieux investisseurs et ils vont du coup précharger en mémoire les villes natales des quelques employés de Deutsche Telekom venus ce jour-là. Et c'est la consécration. Le programme fonctionne bien et l'équipe a même le temps de corriger les quelques erreurs mémoire avant la présentation de Kyoto. Inutile de vous expliquer le succès qu'aura le logiciel. Lors de la présentation, on assiste à une vraie révolution technologique où chaque participant peut librement rechercher sa ville et zoomer sur le globe grâce à TerraVision. C'est l'avenir.
Et dans la tête des deux confrères visionnaires, les idées se bousculent et c'est décidé. L'année suivante sera consacrée à la recherche d'investisseurs pour définitivement lancer le projet. Et quel meilleur endroit que la Silicon Valley pour montrer les prouesses technologiques qui, aux yeux des ingénieurs, n'existaient même pas à l'époque. C'est d'ailleurs là-bas qu'on retrouve Silicon Graphics, qui ont équipé les PC utilisés pour développer TeraVision. Ils s'associent à eux pour promouvoir la puissance de leur station de travail, en montrant comment tourne TeraVision. Pavel et Joachim se voient même proposer un poste chez eux pour continuer à développer leur technologie. Et évidemment, ils refusent car ils savent très bien qu'ils détiennent la technologie qui pourrait changer le monde entier. Ce doux rêve semble peu à peu devenir réel, mais de retour en Allemagne, l'heure est toujours à la démocratisation de TeraVision. Et une étape indispensable à celle-ci, c'est la création d'un CD-ROM que n'importe quel utilisateur pourrait utiliser sur son ordinateur personnel. Le grand public allait pouvoir se balader sur une modélisation de la Terre, mais c'est pas tout, parce que Joachim et Pavel ont encore d'autres idées. Ils veulent remplacer les pages jaunes en fournissant des informations géolocalisées. On pourrait aussi revenir dans le passé pour avoir des cartes satellites plus anciennes d'un lieu, et on pourra même se déplacer en 3D dans des environnements urbains, et même rentrer à l'intérieur de certains bâtiments modélisés. Bref, la liste au Père Noël est plutôt fournie, mais il y a juste un petit problème. À cette époque, les États-Unis, et précisément la Silicon Valley, a clairement le vent en poupe, et les investisseurs sont bien trop occupés à lâcher leurs billets de ce côté-là. Et il faut dire que c'est un peu trop tôt, parce que dans les années 90, seul l'ordinateur Onyx de Silicon Graphics parvient à faire tourner le logiciel, et celui-ci coûte la modique somme de 100 000 $. À ce même moment, le gouvernement allemand ne restreint plus les entreprises à investir dans les startups allemandes, Deutsche Telekom arrête donc ses investissements, et ça c'est un véritable coup de massue. Sachant qu'à ce moment-ci, ils venaient de présenter leur projet et donc la Silicon Valley savait très bien que le projet était réalisable. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Dans les années suivantes, on voit apparaître Keyhole, une entreprise qui se spécialise dans la visualisation de données spatiales. On apprend également qu'il y aurait un possible lien entre certains employés de Keyhole et Silicon Graphics. Suite aux présentations et aux discussions entre TeraVision et Silicon Graphics, il est possible de penser qu'il y a eu, disons, une certaine inspiration. Bon, votre intuition ne vous trompe pas, Keyhole va mettre au point Keyhole Earth Viewer, qui reprend étrangement bien la plupart des fonctionnalités de TeraVision. Keyhole n'a pas les difficultés financières de TeraVision et a reçu des fonds de la CIA pour développer un logiciel capable de révolutionner les technologies militaires. Parce que bon, pour la CIA c'est du pain béni, au lieu d'utiliser des cartes en papier dépassées, il pourrait avoir une modélisation 3D du terrain ennemi pour mettre au point de meilleures stratégies. Alors que TeraVision s'était refusé de développer toute application militaire, Keyhole va profiter de l'occasion pour se faire une place de choix dans le monde de la modélisation planétaire. Les problèmes commencent quand, en 2004, Google va acquérir Keyhole et entame la transition du logiciel vers celui que nous connaissons tous, Google Earth. Google Earth, c'est pas seulement la petite révolution qu'on attendait, mais il se permet d'aller plus loin, voire beaucoup plus loin. Bon, si vous n'avez pas eu la joie de découvrir Google Earth, allez de toute urgence le découvrir parce que, personnellement, moi de mon existence, l'arrivée de Google Earth, c'est vraiment l'un des plus grands phénomènes auxquels j'ai pu assister. J'ai rarement eu de sentiments aussi grisants qu'être là, contempler la Terre, zoomer encore et encore, pour se rendre dans la plus belle ville de France. Et il faut dire qu'il est arrivé au bon moment. Lors du lancement en 2004, les PC arrivent tout juste à le faire tourner, et la distribution est désormais bien plus simple. Mais surtout, Google Earth est gratuit, une chose qui aurait été impensable pour une entreprise comme Artcom. Et tout ça, ça va pas du tout plaire à TeraVision, qui intente un procès en 2014 à Google pour la violation de leur brevet. Ce brevet en question, ils l'ont déposé en 1995, suite à la présentation de Kyoto. Et celui-ci, il montre un des éléments les plus caractéristiques de TeraVision, le système de quadri. C'est le système dont je vous parlais qui permet de se déplacer, mais surtout de zoomer sans exploser les limites mémoire. Pour la faire simple, le système commence par diviser la carte satellite en 4 sections égales, d'où le terme quadri. Chaque section peut ensuite être subdivisée en 4 autres sections, et ainsi de suite, créant une hiérarchie de tuiles d'images. Lors d'un zoom sur une des subdivisions, le niveau de détail va augmenter, et ça permet de ne garder que les données pertinentes à l'écran, et aussi de garder votre PC en vie, accessoirement. Et c'est pas tout, parce que lors du procès, en plus du brevet, ils viennent également présenter au jury une vidéo qui se passe de toute description. On peut y voir un zoom sur un point précis avec une concordance quasi parfaite. La vitesse du zoom, le chargement et même le système de quadri semblent avoir été repris par Google. Et évidemment, le jury semble très dubitatif. Faut avouer que ça ressemble sacrément. Le truc c'est que vous commencez à avoir l'habitude. Moi je choisis rarement mes sujets par hasard, et avant de vous raconter cette histoire, il y a quelques mois, j'ai vu un documentaire sur Netflix appelé Le Code à $1 milliard. J'ai eu 2 réactions après avoir vu la série pour écrire cette vidéo.
Déjà, je me suis dit, bon Google, quand même, t'abuses de racketter ces 2 ingénieurs, mais j'ai eu une arrière-pensée qui me dit de pas juger trop rapidement, parce que la série semble quand même très à charge contre Google, et finalement le scénario montrant les 2 ingénieurs injustement délestés de leur technologie va susciter bien plus d'émotions que l'histoire inverse. Donc je parcours les avis de cette série qui diabolise Google au possible, je vois encore et toujours des commentaires contre Google, sur YouTube tous les récaps de la série encensent TerraVision et crient au scandale, et je continue de creuser un peu plus profondément dans cette histoire, parce que j'ai sans doute rien à faire de ma vie, mais surtout par intuition. En fait, je trouve tout un tas d'articles relatant les faits, et aussi talentueux que sont les 2 ingénieurs de TerraVision, l'histoire semble injuste pour eux, peut-être même un peu trop en réalité. Parce qu'au milieu de la masse, je tombe sur un article qui sort clairement du lot. Oui, parce que ce que la série oublie de nous dire complètement, c'est pourquoi en 2014, Google a gagné ce procès. Surtout face à des accusations aussi solides et une vidéo qui semble aussi révélatrice du plagiat de Google. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, on doit revenir en 1994, et plus précisément le 22 avril. C'est à cette date que le Stanford Research Institute dépose une note technique pour le moins surprenante. Elle décrit la réalisation d'un système de visualisation planétaire. Et si on se rend à la page 9, on découvre un élément qu'on connaît déjà, notre système de quadri. Simplement représenté et expliqué techniquement, 1 an avant le dépôt du brevet de TerraVision. Et dans les faits, cette note va plus loin et présente un système d'élévation pour représenter la hauteur du terrain, le tout sans dépasser les limites mémoire. Et là je suis en face de mon article et je me retrouve face à quelque chose d'assez inattendu. Parce que pour déposer un brevet, il faut principalement réunir 3 conditions. L'invention doit impliquer une activité inventive, en gros elle ne doit pas être facilement réalisable, de sorte à ce qu'on ne puisse pas breveter tout et n'importe quoi. Elle doit avoir une application industrielle, elle doit pouvoir être utilisée dans n'importe quel type d'industrie, mais surtout elle a un critère de nouveauté. Et là TerraVision a fait 2 erreurs. Déjà, le quadri appartient déjà au domaine public par le choix du Stanford Research Institute qui a dévoilé une année en avance cette technologie, mais également le choix d'avoir dévoilé leur technologie sans brevet à l'exposition de Kyoto en 1995 vient une nouvelle fois briser l'exigence de nouveauté. C'est très malheureux et dans cette histoire dont on ne sait pas tout, il est entièrement possible que l'équipe de TerraVision n'ait jamais eu connaissance des réalisations du SRI. À la lumière de ces révélations, le brevet de Artcom sera invalidé, et malgré la belle histoire de Netflix, on se retrouve face à une réalité qui est très nuancée. Dans les faits, on ne connaîtra jamais l'entièreté de l'histoire car celle-ci semble être aussitôt racontée par des détracteurs et ceux qui la défendent. On a tendance à toujours placer Google en tant que grand méchant, parce qu'en réalité, on peut se dire que même si Google avait réellement volé TerraVision, ses avocats et l'entreprise sont si puissants qu'ils seraient quand même parvenus à gagner ce procès. Sans compter qu'une multinationale qui vole des inventions, ça a dû arriver un nombre de fois assez délirant. Le problème du code à 1 milliard de dollars, c'est que le reflet du véritable problème. Derrière les brevets, la justice, les lobbies, les industries, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'information. Dans cette histoire, seule l'information et la manière dont elle est protégée auraient pu changer à tout jamais le destin tragique de TerraVision. On peut se poser une simple question, est-ce qu'il faut protéger l'information? Et si oui, à quel point? Parce que la protection de l'information, c'est le moteur de l'innovation pour toute notre société. Imaginez un monde où tout serait public. Quelle entreprise investirait des milliards dans une nouvelle technologie pour ensuite l'avoir utilisée gratuitement par ses concurrents? Le problème du code à 1 milliard de dollars, c'est en réalité le problème d'absolument toutes les industries et de toutes nos créations. Quand je disais il y a quelques minutes que l'information est la chose la plus précieuse au monde, vous allez vite comprendre pourquoi. Côté technologique, il arrive parfois qu'une révolution arrive donnant un avantage important à un acteur du marché. L'histoire manque pas d'exemples. L'arrivée des smartphones est l'un d'entre eux et a été le théâtre d'une guerre générale, qui d'ailleurs se poursuit encore aujourd'hui. Un smartphone, c'est une complexité abyssale, et si aujourd'hui ils se ressemblent tous, on peut dire que la route a été longue et que tout a été mis au point par les entreprises pour se retarder mutuellement. Juste pour vous mettre au parfum, il y a tellement de technologies différentes dans un smartphone qu'on compte aujourd'hui approximativement 250 000 brevets déposés qui les concernent. À première vue, on peut se dire que c'est incroyable et qu'on arrive à créer un nombre de choses incalculables, sauf que non. Ce nombre n'est pas normal. Si on lit à travers les lignes, on comprend vite que les entreprises les plus riches ont les moyens de déposer des brevets pour tout et n'importe quoi, sans même les utiliser. On apprend carrément qu'en 2011, Google et Apple ont dépensé plus d'argent pour protéger leurs brevets que pour réaliser leurs propres produits. On appelle cela des brevets dormants, et ils ont 3 utilités. On peut s'en servir pour demander des licences à des prix généralement exorbitants, par exemple ceux liés à la communication,
comme la 5G ou le Wi-Fi, ou encore Microsoft avec un très grand nombre de protocoles. On peut également bloquer le marché et tous les autres acteurs du domaine, ou alors on peut construire des barrières à l'entrée et donc empêcher n'importe qui d'arriver sur le marché. Et ce serait un peu trop simple d'accuser les entreprises parce que c'est le système même de brevets et de protection de l'information qui encourage ceci. Il y a une solution toute simple qui est proposée ici, ce serait simplement d'annuler le brevet si celui-ci n'est pas utilisé pendant une certaine durée sur un produit. Ça s'appellerait la Use It or Lose It Policy. Au bout de quelques années, on pourrait alors rendre le brevet libre d'utilisation. Le truc c'est que le brevet c'est un système fragile qui touche à toute l'économie. C'est un système qui va encourager bien d'autres mécaniques, comme le rachat par exemple. Depuis quelques minutes, je vous raconte des choses assez abstraites, donc on va voir ensemble le cas d'une technologie qu'on utilise tous. Dans les années 70, dans les laboratoires de l'université de Toronto, les étudiants s'affairent à essayer de créer un concept qui n'a jamais existé auparavant. La possibilité d'avoir un écran tactile contrôlable en plusieurs points différents. On en est encore au stade expérimental et c'est assez rudimentaire. Mais ces recherches vont être utilisées par une entreprise au nom de Fingerworks dans les années 90. On va sortir plusieurs produits basés sur des technologies nommées multitouch. Bon, on va pas se le cacher, ça parle aujourd'hui à absolument personne, sauf pour Apple. Parce que pour Apple, ces bribes de technologie, c'est une vraie mine d'or et des années d'informations et de tests. Mais c'est aussi des brevets fondamentaux qui vont avoir un impact super important. Parce que Fingerworks possédait des brevets du multitouch, notamment sur les technologies qui permettent de zoomer avec plusieurs doigts, ou encore le fameux swipe. Apple rachète Fingerworks en 2005 et la suite vous la connaissez, l'iPhone est présenté en 2007 et possède le multitouch. We have invented a new technology called multitouch, which is phenomenal. Dès la première seconde, vous pouvez voir le Swipe to Unlock qui était déjà un élément distinctif à l'époque. Des fonctionnalités envahissent les téléphones de la marque, comme le mouvement pincé pour zoomer sur une photo ou bien pour dézoomer. Et cette petite fonctionnalité semble si fondamentale, si simple d'utilisation que les concurrents se mettent à l'utiliser sur leur téléphone. Et dans les années qui suivent, ces brevets ont servi à répétition contre Samsung, HTC et Motorola pour ne citer que. Et là je vous parle seulement d'un brevet, mais la guerre des brevets de smartphone a carrément sa propre page Wikipédia avec une liste à rallonge qui nous prouve bien qu'on ne plaisante pas avec l'information. Elle sert à réduire ses concurrents et à affirmer sa position sur le marché. Tout ça, c'est purement financier. Il faut savoir que ces géants n'ont pas vraiment d'état d'âme ou de rancœur spécifique. Par exemple, Samsung Display équipe aujourd'hui les iPhones, alors qu'au même moment, des plaintes d'Apple attaquent Samsung, qui est la maison mère. Il faut bien se dire qu'une entreprise cherche à protéger ses intérêts, et il est dans ses intérêts de garder un partenaire comme Samsung, mais il est aussi dans ses intérêts de protéger ses informations. Et cela est valable pour n'importe quelle grosse entreprise. Et c'est encore un avant-goût parce que vous remarquez que depuis le début de la vidéo, j'élargis volontairement mes propos dans le seul but de réaliser par vous-même que les plus grands de ce monde sont en train de jouer à un petit jeu tout en haut d'une montagne composée de milliards de dollars. Mais il faut pas oublier que tout en bas de cette montagne, c'est bien les fondations qui sont les plus importantes. Parce que dans le cas où un produit est en cours de fabrication, on évite de publier un brevet qui pourrait au contraire divulguer des informations. Quant à la justice, elle est bien trop lente pour protéger un produit qui va sortir rapidement, donc la meilleure solution dans ce cas présent, c'est de protéger ses fondations. Et quand je parle de fondations, je parle du secret entre les employés et les données ou les produits qu'ils créent. Car avant même les brevets, il y a les inventions, les recherches et les idées dont ils sont composés. Et une idée, ça coûte très cher. Apple, en tête de proue, le sait très bien, et pendant des années, les fuites étaient extrêmement rares côté Apple. Bon, il y a une bonne raison à ça, la firme utilise des moyens très poussés pour éviter le moindre écart de la part de ses salariés. Apple a utilisé le concept de nécessité de savoir, que je connaissais pas vraiment avant d'écrire cette vidéo. Ça consiste à donner à un employé des accès limités aux données primaires dont il a besoin pour effectuer ses tâches. Un ingénieur travaillant sur un composant ne va pouvoir tester que son composant, et pas l'intégralité du système. Pour l'iPad, par exemple, de nombreux employés ont découvert au même moment que nous qu'au bout de longues années de travail, ils avaient réalisé une tablette. Ça paraît fou quand même de se dire qu'un secret puisse tenir si longtemps avec autant de personnes impliquées. Aujourd'hui, les marques externalisent de plus en plus leurs process, leur chaîne de production, les échanges entre entreprises et organisations de certification se font nombreux, et on assiste très régulièrement à des fuites importantes. Vous comprenez que les brevets sont un mécanisme utilisé à bon ou mauvais escient, et que les entreprises gardent jalousement leur technologie, durement acquise ou payée au prix fort. Si pour certains c'est un moyen de protection, pour d'autres ayant la possibilité d'avoir les meilleurs avocats, c'est un avantage considérable. Et là on parle de l'industrie technologique où on peut parfois avoir des conséquences catastrophiques. Alors maintenant voyons un domaine sur lequel il ne devrait jamais y avoir de concession, qui est l'un des fondements de l'humanité et pourtant qui suscite beaucoup de polémiques. Parlons du domaine de la santé. J'ai même pas eu à chercher longtemps en fait, quelques secondes suffisent à mettre en lumière le problème.
Entre 1990 et 2000, plusieurs entreprises dont Myriad Genetics ont breveté des gènes humains liés à des maladies comme le cancer du sein. Ces brevets ont donné lieu à ces entreprises le droit exclusif de tester ces gènes, ce qui a fortement limité l'accès et l'accélération de la découverte de potentiels traitements. Le brevet a été invalidé en 2013, mais sur un terrain aussi sensible que la santé, des années de retard, vous comprenez bien que c'est un vrai désastre. En voyant ça, la première question que je me pose, c'est déjà, est-ce qu'il existe une sorte d'obligation de partage dans un domaine si critique ? Ou dans le cas d'une menace majeure. Imaginons que l'humanité fasse face à un virus mortel dont le remède n'est connu et breveté que de certains laboratoires. Y a-t-il un système qui obligerait le partage de celui-ci ? Et en effet, ça existe, et ça s'appelle la licence obligatoire. La licence obligatoire permet à un pays, pour des raisons de santé publique, de demander l'autorisation à un laboratoire pharmaceutique qui détient un brevet sur un médicament ou un vaccin, de produire ou de faire produire ce vaccin sans l'autorisation de la firme. Est-ce que vous êtes rassurés ? Il existe une solution et le monde semble bien fait, n'est-ce pas ? Bon, ne soyez pas rassurés trop rapidement, je scrolle un petit peu. On peut voir ici que la demande des pays du Sud et de nombreux scientifiques a été refusée par les pays riches. La vérité, vous la connaissez au fond de vous, les lobbies pharmaceutiques sont si puissants que le cas d'une catastrophe majeure sera juste une très bonne occasion pour les pays les plus riches de devenir encore plus riches. Parce que ce qu'on observe, c'est que les demandes des pays les plus pauvres sont systématiquement rejetées par les pays riches. C'est très navrant d'observer ce genre de problème sur les enjeux technologiques, mais face à des vies humaines, ça laisse un goût très amer. Il faut pas non plus tomber dans la conspiration totale, certaines entreprises choisissent délibérément de partager leurs découvertes, certaines choisissent par exemple d'offrir leurs découvertes à l'OMS qui peut redistribuer efficacement celles-ci à travers le monde. Et je dis pas ça seulement juste pour enjoliver un peu mes propos, l'histoire est réellement faite de découvertes non brevetées qui ont aujourd'hui encore fait progresser toute l'humanité. Donc on flirte parfois avec le plus ou moins éthique, faisant parfois apparaître certaines entreprises comme des sauveurs et d'autres comme des destructeurs. C'est tout le rôle de la justice que d'essayer de traiter cette ambivalence, mais surtout de faire au mieux compte tenu des lobbies parfois monstrueux selon les pays. Je suis d'ailleurs tombé il y a quelques temps sur un article assez édifiant. En Corée, Samsung modifie les jours travaillés et demande à ses employés de venir travailler 6 jours par semaine contre 5 auparavant. Mais dans leur extrême bonté, ils permettent quand même de choisir entre le samedi et le dimanche. Inutile de vous expliquer à quel point ça démontre la puissance de Samsung. Samsung, c'est plus de 17% des revenus annuels générés en Corée du Sud. Oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment 1/5 de l'économie. Et certaines de ces 6 grosses entreprises, que ce soit Samsung ou Google, deviennent de véritables aspirateurs à start-up, de sorte à ce que le seul vainqueur soit celui qui détient le plus d'argent. Une spirale infinie et bien huilée dans laquelle seul l'État peut encore réguler le marché. Sauf que c'est trop tard. Samsung est désormais si ancré que l'État n'a plus son mot à dire. L'enracinement dans l'économie de ces géants est parfois si fort que l'État a une marge de manœuvre très réduite, sous peine de nuire à sa propre économie. Dans ce petit jeu où les entreprises les plus puissantes jouent seules, la dernière pièce manquante pour dominer, c'est l'information. Oui, on en revient toujours à ça. Aujourd'hui, on entend que le business model d'une startup est d'être assez attrayante pour finalement se faire racheter. La plupart de ces startups ne déposent d'ailleurs même pas de brevet pour leur invention. Un brevet est jugé trop coûteux, la procédure est trop longue et créer un brevet, c'est finalement dévoiler l'idée en protégeant la manière d'y parvenir. Sauf que rien n'empêche les plus grandes entreprises de surveiller les brevets et d'y trouver de nouvelles idées. Il vaut parfois mieux conserver l'idée tant qu'elle n'est pas mature et éviter tout risque. Ça fait plusieurs semaines que je baigne dans ce sujet et j'ai appris à accepter qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, qu'il n'y a pas forcément un gentil et un méchant dans l'histoire. Il faut parfois savoir remettre en question les apparences, parce que oui, Netflix n'a pas toujours raison. Dans le même temps, des brevets abusifs ont été déposés volant toute une industrie, voire des vies humaines pendant des années. Et pourtant, protéger l'information n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui. Cela n'a jamais autant encouragé l'innovation. Aujourd'hui en France, là où nos entrepreneurs sont si décriés, ils créent aujourd'hui les solutions que nous utiliserons tous. Ils sauvent des vies, réinventent des systèmes complexes, accélèrent l'innovation. Même si aujourd'hui nous pointons le doigt sur toutes sortes de problèmes, on a la chance de pouvoir innover et d'être encouragé à le faire. Gardez en tête qu'entreprendre, se fixer des objectifs ou des challenges et réussir sera toujours une bonne chose.